Salut, c'est Marco de Top for Phone. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de test du Samsung Galaxy S9. Le Samsung Galaxy S9 que je vous ai montré en déballage, cette fameuse boîte que vous voyez en haut à droite de cette image. Le Samsung Galaxy S9 qui n'est clairement pas une nouveauté. On est en novembre 2019 lorsque je fais cette vidéo. Le téléphone est commercialisé depuis mars 2018. Il a plus d'un an et demi. Mais pourquoi j'ai envie de vous le présenter maintenant? Parce que tout simplement c'est devenu une bonne affaire. Le Samsung Galaxy S9, eh bien c'est une bonne affaire. Il a été commercialisé, son prix de lancement 859 euros. Aujourd'hui, on le retrouve à moins de 450 euros. Encore une fois de plus, on le retrouve à moins de 450 euros, notamment grâce à notre comparateur de prix dont je mettrai le lien en commentaire, en annotation et en description de cette vidéo. N'hésitez pas à vous rendre sur ce dernier pour faire la bonne affaire. Le Samsung Galaxy S9, vous l'avez compris, donc c'est un mobile ultra haut de gamme de 2018 qui reste encore clairement dans le coup. En 2019, le téléphone est très loin d'être dépassé. Alors certes, le S10 lui a mis une petite claque en termes de performance. Ce téléphone est plus de 30% moins performant que le S10, mais il est encore dans le coup et il y a quand même encore de bons points sur ce téléphone et il est carrément dans le coup dans le sens où il rivalise encore avec la concurrence. Voilà, donc c'est un téléphone qui reste intéressant, c'est pour ça que je vous le présente aujourd'hui en test. Le Samsung Galaxy S9, eh bien déjà le premier point, c'est qu'il présente très très bien. Alors ici on a la version noire, sobre, simple. Il existe d'autres déclinaisons couleurs, dont je mettrai probablement ici une petite incrustation pour vous permettre d'avoir une idée. Samsung, c'est aussi le spécialiste de la déclinaison couleur, hein. Donc c'est un constructeur qui sait sortir 3-4 déclinaisons couleurs au moment du lancement du téléphone. Et tout au long de la vie du téléphone, il va y avoir d'autres déclinaisons couleurs. Donc ça se trouve, d'ailleurs, la petite incrustation que je vais vous mettre, ça se trouve, elle n'est pas complète, hein. Il y aura probablement d'autres déclinaisons encore. C'est pareil pour le S8, c'est pareil pour le S10, c'est pareil pour le S7, etc. Tous les Samsung Galaxy S ont toujours été concernés par ce genre de choses, au moins depuis le S7. Ce téléphone dispose d'un cadre en aluminium, un cadre métallique. Et vous l'avez vu, je l'ai fait glisser parce que ce téléphone présente aussi la particularité d'avoir une Corning Gorilla 5 à l'avant, pas de Corning Gorilla 5 à l'arrière, mais surtout la particularité c'est d'être extrêmement glissant. C'est un téléphone qui est une véritable savonnette. Non seulement il est extrêmement glissant, mais en plus il prend toutes les traces de doigts. Donc il se salit très très vite. Et d'ailleurs, vous le savez, je recommande systématiquement pour tous les téléphones ultra haut de gamme, de vous doter de bonnes protections. À ce titre, sachez-le, et vous le savez peut-être déjà, le S9 est protégé par RhinoShield. Vous avez des solides suites, vous avez des crash guards, vous avez des films protecteurs. Donc ne faites pas l'impasse. Quand on achète ce genre de téléphone, eh bien, premièrement, on le protège, parce que de toute façon, un jour, la chute va arriver. Je vous le dis honnêtement, vous avez beau être le plus précautionneux au monde, un jour, le téléphone vous glisse de la main, de la poche, ce que vous voulez, protégez-le. Voilà, donc le téléphone S9, donc le Samsung Galaxy S9 est protégé par RhinoShield. C'est un téléphone qui présente très très bien. Si on fait le petit tour du propriétaire, donc comme je vous l'ai dit, sur la face avant, on a une Corning Gorilla 5 qui protège donc l'écran, donc la vie tactile. Euh, Elle est quand même malgré tout exposée aux rayures d'abrasion et aux rayures du quotidien. C'est-à-dire qu'aucune Corning Gorilla ne résiste à la rayure d'abrasion. C'est juste une question de temps. Ça la repousse. C'est sûr qu'il vaut mieux une Corning Gorilla que rien du tout. Mais si vous n'êtes pas précautionneux, il va y arriver des mauvaises histoires. Le côté gauche du mobile, on a le bouton ici qui est un bouton de raccourci, un bouton physique Bixby. Un Bixby qui est l'équivalent de Google Assistant, l'équivalent de Siri. C'est le spécifique assistant vocal de Samsung qui a du mal quand même à s'imposer face notamment, comme je vous l'ai dit, à Google Assistant, face à Siri, face même à Alexa avec notamment bien Amazon. Amazon qui aujourd'hui a son assistant vocal Alexa qui a pris une part de marché conséquente. Bixby, lui, il est un peu à la peine. C'est pas qu'il est mauvais, c'est juste que malheureusement, on le retrouve pas suffisamment. Et bon, il apporte pas grand-chose. Parce que Google Assistant est déjà de base dans ce téléphone. On a aussi le bouton de contrôle de volume plus-moins qui est juste au-dessus. Sur le dessus du mobile, on retrouve ici le slot qui permet de glisser les deux cartes SIM ou carte SIM plus micro SD, de l'entrée micro, secondaire. Sur le côté droit, on retrouve le bouton on-off. Sous le mobile, sur la tranche inférieure du mobile, on retrouve le haut-parleur, de l'entrée micro, le connecteur USB-C, parce que c'est bien un connecteur USB-C, et on retrouve également le mini jack, parce que ce mini jack a bien été sauvé par Samsung. Samsung ne s'est pas résolu à le sacrifier, et c'est une très très bonne nouvelle. Au dos du mobile, on retrouve le capteur photo accompagné de son double flash LED, accompagné de ses différents capteurs, dont notamment capteur cardiaque, accompagné de son capteur d'empreinte digitale, sur lequel je reviendrai tout à l'heure, le marquage Samsung et du logo de certification. La grande différence entre le S9 Plus et le S9, donc c'est non seulement la taille d'écran, le S9 Plus est plus grand, il a un écran plus grand, mais c'est aussi que le S9 Plus a un double capteur photo dorsal. Et ça fait la différence. Ça fait la différence parce que le S9 n'est pas mauvais
en qualité photo, mais il est quand même un cran en dessous du S9 Plus, et le S9 Plus lui-même est désormais un cran en dessous des mobiles de 2019. Donc c'est là aussi où on sent que l'on est sur un très bon photophone, par exemple, et je vais y revenir, mais un cran moins bon que les concurrents de 2019. Donc c'est là aussi où l'évolution technologique, elle ne s'arrête jamais. D'année en année, les téléphones font des progrès faramineux, incroyables. Et ben le S9 justement sur la qualité photo, ben, il n'est pas mauvais, au contraire, loin de là. C'est un ultra haut de gamme, mais c'est un ultra haut de gamme qui aujourd'hui pourrait rivaliser avec des moyens haut de gamme, dont notamment d'ailleurs je vais le citer le fameux Motorola One Zoom que j'ai testé moi-même sur la chaîne, qui à mon avis est meilleur que ce téléphone. Voilà, c'est pour vous dire. Mais continuons, fin de cette petite parenthèse, on va y revenir au niveau des capteurs photo. L'écran, c'est un écran qui est sans doute l'un des points forts de ce téléphone. Et là, alors là, pour le coup, clairement, il y a des ultra haut de gamme de l'année 2019 qui n'arrivent pas à faire la concurrence, qui n'arrivent pas à tenir la concurrence avec ce Samsung S9. Donc comme quoi, finalement, Samsung, c'est un très très bon fabricant de smartphones, notamment pour ses écrans. On a ici un écran qui est un écran de 5,8 pouces. Donc le Samsung Galaxy S9 Plus, comme je vous l'ai dit, il a un écran plus grand, plus de 6 pouces. C'est un téléphone qui a un écran Super AMOLED, donc ça lui permet d'avoir un contraste infini. Et c'est l'avantage des écrans Super AMOLED et c'est l'avantage des écrans Samsung, notamment sur la gamme S et la gamme Note. On se retrouve avec des très très beaux écrans qui ont une très bonne gestion du contraste, on ne peut pas faire mieux de toute façon, qui ont une très bonne gestion des couleurs, en général très vives, mais qui sont réglables. D'ailleurs, on peut gérer la température de la couleur, sa capacité à aller vers plus le jaune ou plus vers le bleu, plus lumière froide ou lumière chaude. Donc ça, c'est aussi réglable dans justement les paramètres du téléphone, et pareil pour la luminosité, c'est réglable, c'est adaptatif aussi. Alors sachant que, alors petite parenthèse, certains de mes petits camarades ont indiqué que ce téléphone avait une luminosité en nombre de nits qui atteignait les 600-650. Alors je sais pas comment ils ont fait, moi j'ai pas dépassé les 560, d'ailleurs je mettrai une petite incrustation ici en vidéo de mon propre test, mais bon voilà, 550-560 nits. Alors c'est pas mauvais, c'est pas mauvais, c'est carrément dans les bons standards pour un mobile haut de gamme, mais en ultra haut de gamme, et ce téléphone est un ancien ultra haut de gamme, il a 1 an et demi, et bien en ultra haut de gamme, on arrive quand même à dépasser les 600, 700, 800, parfois même 900 sur des mobiles ultra haut de gamme. L'iPhone, par exemple, qui dépasse les 900. Bon, on n'est pas au même prix, on est quasiment 2 fois, 3 fois plus cher que le S9 à l'heure actuelle. Mais c'est juste pour vous donner une petite indication. Donc voilà, on est sur un écran qui est très sympathique, qui en plus présente une excellente netteté d'image. Tout ça parce qu'il y a une très forte densité de pixels par pouce. Alors je sais que je suis en train de vous donner des informations qui sont peut-être trop techniques, je rentre peut-être trop dans le détail, mais c'est comme ça. Au moins comme ça vous avez toutes les informations, mais sachez que cet écran a une résolution qui est une résolution Quad HD+, ce qui veut dire qu'il a donc 2960 pixels d'affichage par 1440 pixels. Ça aussi c'est réglable. Vous pouvez décider de réduire la définition de cet écran, la résolution. Vous pouvez la réduire notamment en allant dans les paramètres du téléphone. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que effectivement l'image va peut-être sembler moins nette dans certaines situations. Et encore, franchement, vous ne le sentirez probablement pas. Mais ça va réduire aussi la consommation énergétique. Voilà. Notamment quand vous êtes en train de jouer à des jeux 3D, vous allez moins le solliciter. Donc ça va peut-être être un peu moins bon. Les vrais puristes vont peut-être le sentir. Mais ça va consommer beaucoup moins d'énergie quand même. Alors ce téléphone a donc cette fameuse densité de pixels de 570 pixels par pouce. On est très très loin au-dessus des 300 nécessaires pour ne pas les voir à l'œil nu. Donc comme je vous l'ai dit, excellent bon point sur l'écran. L'écran est d'ailleurs, petite parenthèse supplémentaire, mais je vous aurais probablement mis là aussi une incrustation. Ce téléphone est doté d'un écran qui fait 5,8 pouces de diagonale et qui est doté d'un format. Voilà, c'est comme ça qu'on va le dire, 18,5 neuvième. Donc ça veut dire qu'il est plus grand qu'un 16 neuvième, il a plus de pixels des deux part et d'autre, et donc c'est pour ça que c'est un Quad HD+. Le plus, ça veut dire qu'il en a plus de pixels, plus de diagonale et plus de largeur d'écran, donc plus de format, plus de ratio. Et donc ce téléphone vous offre un écran qui dépasse le 16 neuvième. Donc vous avez le choix, soit de garder une image au format 16 neuvième, donc auquel cas vous vous retrouvez avec une bande noire et une bande noire de part et d'autre donc de l'écran, soit vous passez au format 18,5 neuvième, ça veut dire que soit vous étirez l'image, soit vous croppez l'image, donc vous resizez l'image, et puis au final, vous avez une image qui prend la totalité de l'écran, sachant que lorsque l'écran est totalement occupé par l'image, très bon point, les arrondis sont aux quatre coins de l'écran. Il n'y a rien de plus insupportable selon moi qu'un écran au format supérieur à 16 neuvième avec ici des angles droits et ici des courbes. Moi personnellement, j'aime pas ça. Et là ici, on a, vous le voyez, que des courbes. Donc c'est très agréable à l'œil.
Autre point supplémentaire à l'avantage de cet écran, c'est que vous retrouvez avec une fonction qui est venue de Edge, le Samsung Galaxy S7 Edge. Donc à savoir notamment l'écran légèrement courbé qui vous permet d'avoir cette barre de raccourci supplémentaire. Bon, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, vous n'êtes pas obligé de la garder, hein, vous pouvez très bien la paramétrer ou la supprimer. Ça fait partie des raccourcis qui sont mis sur ce téléphone. Ça fait partie de la surcouche que Samsung a mis sur ce téléphone. Voilà. Et cette fonction-là, on l'a retrouvée également sur le S10. Mais bon, ne parlons pas du S10, vous pouvez voir le test tout simplement si vous intéresse, il est aussi sur la chaîne. On a parlé de l'image, maintenant on va parler du son. Alors le son, il est véhiculé par plusieurs moyens, vous l'imaginez. Le mini jack en dessous, rien à redire, il marche très très bien la qualité de son, pas de distorsion, en tout cas j'en ai pas détecté. L'écouteur offre aussi un son qui est de bonne qualité et puissant. Et alors pourquoi il offre un son qui est puissant? Parce que ce même écouteur, jumelé à ce haut-parleur qui est là, eh bien, forme un double haut-parleur. C'est-à-dire que cet écouteur plus ce haut-parleur font un son stéréo haut-parleur. Et le son est extrêmement clair. C'est parmi, d'ailleurs, les sons de haut-parleur les plus clairs que j'ai jamais eu l'occasion d'entendre sur smartphone. C'est l'avantage de la gamme S aussi là-dessus. Il y a d'autres marques qui sont très bons sur le son, notamment en haut-parleur. Il y a Asus, par exemple, qui fait des très très bons téléphones au niveau du son. Mais ce téléphone-là, eh bien, bat par exemple certains smartphones Asus par notamment la qualité d'écran, etc. Vous voyez donc comme quoi, finalement, quand on veut un téléphone, il faut choisir un peu les bons points que l'on a envie d'avoir. Le son est très très bon sur ce téléphone et il est puissant. C'est-à-dire que les haut-parleurs, quand on les met à fond, on atteint les 130 décibels et plus, tout en gardant un son de qualité. Donc on arrive à comprendre ce qui se dit, on a une bonne distinction des aigus, des moyens et des graves. On a peu de basse, mais c'est normal parce que le téléphone n'est pas doté d'un caisson de basse, il n'y a pas d'amplificateur de résonance, mais c'est fait pour. Et voilà, et ça reste un excellent, franchement au niveau du son, excellent téléphone. Voilà. Point supplémentaire donc, que je viens de vous indiquer sur le son. Alors maintenant, il est temps de passer à autre chose, et ce autre chose, ce sont les performances. Et alors c'est là où je vous ai dit tout à l'heure que ce téléphone montre sa différence finalement avec du S10. Et comme quoi d'année en année, eh bien forcément, on a des téléphones qui sont de plus en plus performants, de plus en plus puissants. Le S10 est 30% plus puissant que ce téléphone. Et oui, c'est le sens de l'histoire. Chaque année, les processeurs sont meilleurs. Chaque année, plus de processeurs, plus de mémoire, etc., etc. N'empêche que 282 700 points, 800 points, on va arrondir, ça reste excellent. Et c'est un score qui est lié notamment à des composants qui sont loin d'être mauvais, loin d'être obsolètes. Hein. On a notamment un Samsung Exynos 9810, qui est l'équivalent des Snapdragon série 8. On est sur un processeur 8 cœurs qui marche très très bien. Ce processeur est accompagné d'un Mali G72 MP18. Alors c'est ce processeur graphique conjugué à ce processeur qui permet à ce téléphone d'être hyper à l'aise en jeu 3D. Je vous le dis, du PUBG mobile, c'est haute qualité graphique, donc c'est mode ultra, c'est fluide, c'est beau, l'image est crispy. Waouh, c'est mieux encore que sur certains PC. Donc on a vraiment plaisir à jouer à des jeux mobiles sur ce téléphone. Du Fortnite, ça passe crème. C'est vraiment un téléphone qui est fait pour gamer, hein. Pas de souci là-dessus. Alors, point sur lequel justement on sent qu'on est peut-être en retrait par rapport à la concurrence, c'est la mémoire vive. La mémoire vive de ce téléphone, si j'arrive à vous la montrer, c'est 4 Go de RAM. 4 Go de RAM, là où le Samsung Galaxy S10 maintenant est doté de 8 Go, là où certains concurrents entrée de gamme désormais sont aussi dotés de 4 Go. Bon, c'est assez étonnant, mais c'est là où je trouve qu'on aurait pu en avoir un peu plus. Alors, non pas que les 4 Go soient insuffisants, au contraire. Ce téléphone fait parfaitement fonctionner les gros jeux 3D, comme je vous l'ai dit, et il fait parfaitement du multitâche en multitâche, multi-fenêtre. Donc rien à redire dessus, il n'y a pas une application, il n'y a pas un jeu qui ne tourne pas correctement sur ce téléphone. En 2018, en 2019, probablement en 2020 et peut-être en 2021. Voilà, c'est un téléphone qui à mon avis est fait pour durer dans le temps, mais à un moment donné, il va arriver ce petit basculement où les jeux vont devenir trop gourmands, où eh bien, les applications en multifenêtre vont demander trop de RAM. Voilà, donc c'est ça qui pourrait arriver, mais rassurez-vous, ça ne sera pas avant 2021. Je vois mal ce téléphone devenir obsolète avant 2021. Il en a encore pour quelques années avant de devenir complètement un rebut, quoi. Voilà. Hein, comme on dira vieux mais pas obsolète. I'm old, not obsolete. Voilà, donc ce téléphone a de bonnes performances, comme je vous l'ai dit, par des composants, grâce à des composants que je vous ai indiqués. Et d'ailleurs, quand je parle de composants, il y a quand même un truc que j'aime bien indiquer de plus, c'est la mémoire de stockage. Alors la petite parenthèse que j'aime bien faire là-dessus, c'est
sur la mémoire de stockage qui est indiquée par le constructeur, donc ici c'est 64 Go, d'ailleurs c'est pas moi qui le dis, hein, c'est clairement indiqué sur la boîte, 64 Go, c'est là. Et bien sur le site internet, le constructeur indique, et c'est tout à son honneur, tout à son avantage, que la mémoire disponible lors du premier démarrage est de 50,3 Go. Je mettrai une petite capture d'écran pour vous montrer. Donc le site officiel de Samsung dit 50,3. Et bien moi, après mon premier démarrage, mes premières mises à jour d'applications natives, hein, celles qui sont installées de base, plus la mise à jour du système d'exploitation, parce que ce téléphone est passé d'Android 8 à Android 9, donc c'est probablement ça qui fait la différence, et bien ce téléphone est tombé à 47,3. Voilà, donc 47,3 Go de mémoire disponible, d'espace de stockage disponible. Alors à mon sens c'est suffisant, hein, les 2 ou 3 Go que vous allez avoir par grosse application, PUBG par exemple c'est 2 Go, hein, et c'est un gros jeu 3D, donc bon, je pense qu'il va vous en falloir beaucoup pour réussir à saturer la mémoire interne de ce téléphone. Mais sait-on jamais. Alors, si vous voulez saturer la mémoire interne de ce téléphone, parce que vous voulez mettre toute l'intégrale de Games of Thrones ou les centaines de milliers de MP3 que vous aimez, sachez que vous avez quand même un emplacement micro SD sur ce mobile, mais si vous mettez la micro SD, vous sacrifiez, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, le port de carte SIM numéro 2, donc les deux cartes SIM étant d'ailleurs au format nano. Dommage. Bon, après, il y a le cloud. Vous pouvez très bien mettre tous vos MP3 dans le cloud, hein. Et sinon, si vous ne mettez pas de MP3 dans le cloud, c'est que par exemple, vous utilisez Deezer ou Spotify pour avoir la musique qui vous plaît et qui vous accompagne. Mais ça suppose que vous ayez une connexion active, 4G ou Wi-Fi, là où vous vous déplacez. Autre parenthèse que j'aime bien faire, c'est que ce téléphone est compatible avec ce genre de clé, hein. À savoir cette clé qui, par exemple, je vous la montre d'un côté, qui est USB d'un côté et USB-C de l'autre. Ce genre de clé se place très facilement bien sûr sur le port USB-C du téléphone et va permettre à ce téléphone d'accéder à la mémoire de la clé, hein. Donc c'est l'avantage supplémentaire, c'est qu'ici on dispose de la possibilité de mettre une clé USB, ce qui va permettre à ce téléphone de faire de l'USB OTG. Bon, parenthèse supplémentaire, voilà, donc vous avez ce moyen pour avoir un regain de mémoire supplémentaire. Ce genre de clé, ça vaut pas grand-chose, hein. Aujourd'hui, ça vaut une vingtaine ou une trentaine d'euros pour 64 Go et encore. Vous en aurez peut-être même 128. Voilà, donc on a fait le tour sur cet aspect qui est l'aspect performance. Maintenant, on va parler de la connectivité. Alors, comme je vous l'ai dit, double emplacement de carte SIM ou carte SIM plus micro SD. Je reviens plus sur cet aspect-là. Le téléphone est doté d'une connexion 4G LTE catégorie 18. Alors, il a beau être un ultra haut de gamme de l'année 2018, il est déjà en avance. C'est-à-dire que c'est 1200 mégabits par seconde en téléchargement, donc 1 giga 2, et c'est 200 mégabits par seconde en envoi. Bon, autant vous dire que votre opérateur, notamment en France, n'est pas capable de vous fournir la vitesse nécessaire pour saturer cette connexion 4G LTE. C'est l'opérateur qui ne va jamais aller aussi loin. Voilà, donc on est sur une connexion 4G LTE qui est vraiment au top du top, d'autant qu'elle est dotée de toutes les fréquences nécessaires pour la France, B1, B3, B7, B20, B28, la fameuse B28 qui plaira notamment aux amateurs ou aux utilisateurs de Free Mobile, et toutes les autres fréquences qui sont utilisées notamment par tous les autres opérateurs. Voilà, je ne vais pas revenir sur cette notion de fréquence, mais sachez que toutes les fréquences nécessaires pour la France notamment sont disponibles dans ce téléphone, le contraire aurait été étonnant. Le téléphone est aussi Wi-Fi ABGN AC. Je vais lancer cette petite application pour illustrer mon propos, mais c'est juste plutôt pour l'agrémenter. Voilà, donc ce téléphone est doté du Wi-Fi ABGN AC, comme je vous l'ai dit. Donc bon, voilà, Wi-Fi AC, ce qu'il vous faut notamment quand vous avez une box fibre et que vous voulez utiliser à fond, bah oui, le téléphone est AC. Vous avez du Bluetooth 5.0, du NFC, pratique notamment pour le paiement sans contact, sachant que vous avez Samsung Pay dans le téléphone, mais vous pouvez utiliser d'autres applications de paiement sans contact. Bon, ça aussi, c'est un bon point. Le NFC, qui est une connectivité que j'apprécie de plus en plus. J'étais très critique face au NFC en 2015-2016 parce qu'il n'y avait pas d'usage, mais avec le temps, le NFC devient une connectivité de plus en plus utilisée. Donc comme quoi, avec le temps, les avis changent, et forcément, le NFC aujourd'hui, c'est quelque chose de sympathique. Donc ce téléphone a du NFC. Le téléphone est aussi doté du AGPS, GLONASS, BDS, Galileo, le réseau de satellite européen. Il n'est pas doté du réseau de satellite japonais qui s'appelle QZSS. Voilà, donc il a globalement tous les réseaux de satellites utilisés, notamment en Europe. QZSS, comme je vous l'ai dit, c'est un réseau de satellite japonais, mais qui ne marche qu'au Japon, hein, parce qu'il ne couvre que l'île japonaise. Bon, et après, à côté de ça, il y a plein de choses, hein. Voilà, on ne va pas parler de toutes les connectivités, mais vous l'avez vu, hein, il y a aussi les capteurs. Alors, si, il y a un capteur sur lequel je vais revenir. Donc, capteur d'orientation, donc capteur de boussole, capteur boussole, gyroscope, accéléromètre, capteur de proximité, capteur de luminosité, etc., etc. Tout est là. Il manque le capteur de température, mais enfin bon, on ne va pas lui en vouloir. Il y a aussi le capteur d'empreinte digitale,
qui est placé au dos de ce téléphone. Alors le capteur d'empreinte digitale, je trouve qu'il trouve bien sa place. Alors, souvenez-vous, il y a quelques années, les boutons, les capteurs d'empreintes digitaux étaient dans le bouton qui était sur la face avant du téléphone. C'était notamment le cas du S7 par exemple. Quand vous vouliez déverrouiller, le capteur d'empreinte digitale, c'était le pouce, c'était un bouton sur la face avant, c'était le bouton Home, très connu chez Samsung à l'époque. Ce capteur d'empreinte digitale a pris progressivement place au dos du mobile. Et je trouve que sur le S9, il est très bien placé. Il trouve très bien sa place. Instinctivement, l'index vient se placer dessus. Et en plus, il marche très bien. Il se déverrouille bien, il déverrouille vite le téléphone, efficace. D'ailleurs, je n'ai pas réussi à le prendre en défaut. Donc ça, c'est l'avantage. Par contre, je n'apprécie pas du tout sa forme. C'est une sorte de rectangle ovalisé, vous voyez, un rectangle avec des petits arrondis. Bon sang, c'est la forme la plus désagréable qui soit quand on met l'index dessus. C'est pas agréable quoi. Donc pour moi, je préfère les capteurs d'empreinte digitale ronds. Voilà, je préfère les capteurs ronds. D'ailleurs, vous voyez, tiens, parlons d'empreinte digitale, vous voyez, le dos du téléphone, c'est incroyable. Ça prend tout. Voilà, ça prend la poussière et ça prend les empreintes. Bon, capteur d'empreinte digitale, comme je vous l'ai dit, je préfère quand il est rond, quand même. Par exemple, sur mon Asus Zenfone 5, qui est mon téléphone perso, mon increvable Zenfone 5, eh bien, le capteur d'empreinte, il est rond. Et j'aime bien. Ça marche mieux qu'un rectangle avec des bords arrondis. Enfin, on comprend qu'il y a une note de design. Vous voyez, on comprend que justement, c'est une raison de design d'avoir une sorte de forme qui reprend le capteur photo, qui soit à peu près harmonieuse. Oui, c'est vrai qu'en look, c'est bien. Mais en termes d'usage, alors là, pour le coup, c'est pas agréable. Bon, c'est comme ça. Mais bon, en tout cas, il marche très bien et c'est déjà l'avantage. Alors, autre point sur la connectivité que j'aime bien indiquer, c'est notamment le DAS. Alors, le débit d'absorption spécifique, c'est ce qui permet de valoriser le téléphone en termes d'émission d'ondes, quand il est utilisé en appel et en 3G, 4G. Ce téléphone émet 0,362 watts par kilo à la tête. Alors au corps, c'est 1,18. Prenons le score à la tête, qui est celui qui me permet de benchmarker les téléphones entre eux. Eh bien, c'est pas beaucoup. C'est très très bien. J'ai envie de dire, c'est un excellent score. Et Samsung fait toujours la différence sur le DAS. D'ailleurs, c'est l'une des rares marques qui, sur les hauts de gamme, a toujours un très bon DAS. Voilà. Les iPhones, par exemple, c'est toujours plus de 1. Pour moi d'ailleurs c'est scandaleux. Bon, c'est comme ça. Très très rare d'avoir des téléphones haut de gamme et ultra haut de gamme qui tombent en dessous des 1. Très très rare de tomber sur les 0,4 et moins. Eh bien Samsung sait faire. Et donc si vous êtes sensible à cette notion de DAS, comme par exemple moi je le suis, je suis très, on va dire, sensible à cela, même si je viens de vous indiquer que j'avais un Zenfone 5 qui lui a un DAS qui est scandaleux, eh bien sachez-le, effectivement, ce téléphone a un excellent DAS. Voilà, donc petite parenthèse étant faite, c'est un très très bon point. Autre bon point sur ce téléphone, c'est le système d'exploitation. Samsung a tenu sa promesse. La promesse était passer le système d'exploitation en Android 9.0. Et c'est le cas, effectivement, parce qu'on est passé d'Android 8, donc Oreo, à Android 9.0, Pie, comme vous le voyez ici. Au passage, quand il y a eu cette mise à jour de système d'exploitation en passant d'une version à l'autre d'Android, eh bien Samsung a fait aussi évoluer sa surcouche. On n'est donc plus sur Samsung Experience qui était une surcouche qui était encore un peu gourmande, pas trop, par rapport à TouchWiz. TouchWiz, c'était la surcouche qui était avant Samsung Experience. Pour remonter dans l'histoire, TouchWiz, c'était un cauchemar. C'était pas que c'était mauvais, c'est qu'il y en avait trop. C'était trop d'effets spéciaux, trop d'applications en double, trop. Juste trop, c'était une surcouche qui était même trop inutile parfois. La Samsung Experience était devenue vachement plus agréable, bien plus sympathique. Et là maintenant on est sur One UI, qui est le nouveau nom de la surcouche Samsung qui a été complètement refondu. C'est très ergonomique, c'est très agréable. Alors il y a Bixby, toujours cet increvable Bixby. Je dis increvable parce que je suis très étonné que Samsung fasse encore des efforts dessus sans mettre à fond le paquet. On est un peu dans une demi-teinte. On sent que Samsung veut le mettre dans les Samsung mobiles, mais ils font pas tout ce qu'il faut pour faire comme par exemple la concurrence à du Alexa de Amazon ou du Siri comme je vous l'ai indiqué ou du Google Assistant. Si Samsung voulait vraiment faire un assistant vocal, il faudrait mettre le paquet, quoi. Il faut créer des appareils supplémentaires, quoi, des appareils connectés. Bon là c'est pas le cas, c'est dans le téléphone, il y a Bixby. Ok, d'accord, très bien. Donc c'est une sorte de demi Google Assistant. Je préfère Google Assistant. Et ça tombe bien parce que d'ailleurs Google Assistant est disponible. Vous le voyez, il est là. Il est toujours là. On est sur un téléphone Android. Google Assistant n'a pas été supprimé. D'ailleurs, si Bixby vous gave, vous pouvez le désactiver. Vous pouvez désactiver le bouton de raccourci. Donc ça, c'est quand même une bonne note. Voilà, donc ça aussi, c'est customisable et c'est paramétrable. Donc on a parlé du système d'exploitation. Maintenant, on va parler de deux autres aspects qui vont conclure cette vidéo. C'est notamment le
capteur photo dorsal et frontal. Alors j'allais dire double, non, c'est le S9 Plus qui a un double capteur photo. Et l'autonomie, et donc la batterie de ce téléphone. Alors le capteur photo dorsal de ce téléphone, eh bien c'est un 12 mégapixels. Alors vous allez me dire, mais 12 mégapixels en 2019 pour un ultra haut de gamme, mais c'est vachement peu. Bon, c'était déjà le cas pour 2018, c'était peu. Hein. À l'époque, il y avait déjà des téléphones triple capteur photo, il y avait des 48 mégapixels, il y en a encore cette année. Même il y a des entrées, dans des entrées de gamme, moyenne gamme, qui ont 48 mégapixels. Bon, mais comme je vous le dis toujours, c'est pas le nombre de mégapixels qui fait la qualité de la photo. Et ce 12 mégapixels propose une qualité de photo tout à fait sympathique et tout à fait convaincante. On est sur un bon photophone. Alors le S9 Plus, il est meilleur. Il n'y a pas à chercher, double capteur, plus de capacité, il est meilleur. Le capteur du S9 tout court, c'est un 12 mégapixels avec une ouverture variable en fonction de la luminosité qui part de 1.5 à 2.4. C'est très bien, double capteur, enfin double flashlight, pardon. Ok, l'autofocus est rapide, ça prend très bien les photos. Quand vous êtes en situation lumineuse correcte ou studio, hein, là on a 2 parapluies photo, c'est la qualité photo studio. Hein. Il y a 3 éclairages au total ici, la luminosité, il n'y a pas de problème. Donc le téléphone s'en sort très bien. Quand vous êtes en luminosité normale, lumière du soleil, extérieur, pièce allumée, etc., ça va très bien. Quand vous êtes en luminosité plus faible, forcément, le téléphone a un peu plus de mal. Mais c'est pas catastrophique. Donc tout ça pour vous dire quoi? Quand vous êtes en conditions lumineuses normales, la gestion des couleurs, la gestion des contrastes, la gestion des ISO est tout à fait bonne. On est en face d'un vrai photophone, mais de 2018. Donc, ce qui veut dire qu'il ne tient pas la concurrence avec les photophones de 2019. Bon, ça c'est le premier point. Quand la scène que vous êtes en train de prendre en photo manque de luminosité et que vous ne déclenchez pas le flash LED, forcément on sent un peu de perte. On sent que le noir prend trop de place dans la photo. J'aurais probablement mis une incrustation photo, ou je vais en mettre une ici. Vous verrez la différence, effectivement, ça reste visible, ça reste lisible, mais bon, il y a une partie de la photo qui teinte clairement vers le noir. C'est comme ça peut manquer de détails. Le capteur photo frontal, là aussi, étonnant, pas de course aux mégapixels chez Samsung pour le S9, c'est un 8 mégapixels, mais qui prend très bien aussi les photos, avec une ouverture de 1.7. Les selfies sont propres, franchement, il vaut mieux un 8 mégapixels de Samsung Galaxy S9 que, je sais pas, je dirais une bêtise, un 12 ou un 20 mégapixels sur certains concurrents, parce que là c'est du bon capteur photo, bien optimisé, avec le logiciel qui va bien. Et alors justement, parlant de logiciel et de capacité, le capteur photo dorsal est un capteur photo dorsal qui permet de prendre des vidéos. Bon, c'est assez logique, hein, c'est pas la fonction révolutionnaire ça, mais les vidéos, attention, en super slow motion. On peut prendre des vidéos 4K en 60 images par seconde. On peut prendre des vidéos 1080p, donc c'est du Full HD, en 240 images par seconde. Et on peut prendre des vidéos 720p en 960 images par seconde. Ça, c'est du super slow-mo. Et donc justement, le super slow-mo, d'ailleurs, quand on aime bien faire des petites manipulations vidéo, quand on fait du montage, etc., c'est le top du top. En super slow-mo, presque 1000 images par seconde, vous faites éclater par exemple une bombe à eau, hein, un ballon d'eau, et ben vous voyez vraiment le découpage, la scène, quoi. C'est bluffant. Vraiment, le résultat du super slow-mo est juste bluffant. Donc ça, c'est un avantage justement de ce téléphone. Alors maintenant, pour revenir sur la qualité photo, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai testé aussi d'autres téléphones en 2019 qui sont meilleurs. Non seulement des ultra haut de gamme, mais j'ai testé aussi, par exemple, du Motorola One Zoom, qui à mon avis est meilleur que ce téléphone. Ce téléphone n'a pas été testé notamment par DxO. DxO qui est l'organisme indépendant qui permet de tester et de valoriser, on va dire, la qualité photo des téléphones. Le S9 Plus l'a été. Le S9 Plus arrive à un score, ça dépend des benchmarks, parce que DxO des fois n'est pas très clair, mais aux alentours de 100. Hein, 99 points, 104 points, bon. Bon, il faut quand même prendre clairement la référence. Il y a le S10 par exemple, qui est lui à plus de 116 points, je crois, et ces 16 points d'écart, en fait, valent beaucoup. C'est énorme parce que c'est vraiment une valorisation d'une qualité photo, mais qui est vraiment différente. Donc on a un S9 ici qui se débrouille très très bien en photo, mais il est clair que si vous le comparez à un S10 qui est quand même plus de 2 fois plus cher maintenant, eh bien oui, vous avez un monde d'écart en termes de finesse d'image. Le S10 est clairement meilleur. Voilà, hein, clairement. Bon. On a fait la petite parenthèse qui était justifiée sur la qualité photo, parce que c'est un indispensable aujourd'hui, le benchmark de la qualité photo. Et maintenant, on va parler de la batterie. Alors, très bon point de ce téléphone, alors qui est peut-être un cran en dessous du S8. Le S8 était peut-être un peu meilleur en niveau de qualité d'autonomie, pardon.
Mais le S9 ici a une autonomie qui est très bonne. Batterie de 3000 mAh, on pourrait se dire, ah c'est un peu limite. C'est une batterie d'ailleurs qui est non extractible, parce qu'elle prend place à l'intérieur du mobile. Cette batterie, eh bien finalement, elle est tout à fait adaptée. Le téléphone est peu énergivore, il a un processeur de technologie type Big Little qui sait gérer ses cœurs en fonction de la sollicitation. Tout n'est pas allumé à fond quand vous n'en avez pas besoin. Si vous regardez de la vidéo, ça n'allume pas tous les cœurs à fond. Et puis si vous jouez à du jeu 3D, bah là, ça va pulser à fond. Voilà, donc finalement, ce qui va consommer le plus d'énergie sur ce téléphone, assez ridiculement, c'est l'écran et le système d'exploitation. C'est pas les jeux et tout ça, c'est la veille du système d'exploitation. Donc c'est un téléphone qui a une très très bonne autonomie, entre 10 et 12% de batterie consommée pour 1 heure de vidéo. C'est dans les très bons standards. C'est un téléphone qui arrivera certainement à la journée avant d'être rechargé, sauf si vous faites beaucoup de jeux 3D. Si vous êtes un amateur de jeux 3D, il est clair que vous allez forcément faire fondre l'autonomie de ce téléphone et que vous ne passerez pas la journée, voire peut-être pas la demi-journée. Alors c'est normal, si vous faites du gros jeu 3D, le téléphone va donner tout ce qu'il peut pour avoir la meilleure qualité graphique, etc. etc. Voilà. Donc, autre parenthèse d'ailleurs sur la capacité de la batterie, l'autonomie de ce téléphone. Petite parenthèse supplémentaire, ce téléphone a une capacité de recharge rapide 15 watts. Donc, il est Quick Charge 2.0, il est recharge sans fil. Voilà, donc recharge sans fil par le dos, un grand classique. Vous avez des accessoires d'ailleurs Samsung, mais pas que. Ce sont des socles, vous posez le téléphone dessus, même avec une coque, ça marche. Et donc, vous avez la fonction de recharge rapide et la fonction de recharge sans fil sur ce téléphone. Moi, personnellement, j'aime bien la recharge sans fil. Poser son téléphone et ne pas avoir à brancher un câble, c'est un luxe très agréable. D'ailleurs, je me rends compte que, en parlant de recharge sans fil, je ne vous ai pas parlé notamment, et de recharge, je ne vous ai pas parlé de cette capacité, mais le téléphone est recharge sans fil, certes, USB-C. Mais qu'est-ce qui m'a fait penser à ce que je vais vous dire ? C'est le connecteur. Le téléphone est étanche. Il est normé IP68. Alors, je sais que ce n'est pas le bon moment pour vous le dire, j'aurais dû vous le dire quand je vous parlais du design. Mais IP68, ce téléphone, vous pouvez le mettre au fond de la piscine. Alors je dis pas jeter, parce qu'on ne sait jamais, surtout si vous n'avez pas pris les bonnes coques. Si vous n'êtes pas bien protégé au niveau de ce téléphone, si vous le balancez au fond de la piscine, il pourrait y avoir une mauvaise blague, il pourrait casser. Mais si vous protégez bien votre téléphone et que vous le lancez dans la piscine, ça ira. Ça ira parce que le téléphone est étanche. Donc vous pouvez le reprendre. Il survivra. Voilà, donc ça c'est encore un bon point supplémentaire de ce S9. Voilà, donc on a fait le tour finalement de ce test, de cette vidéo, on a fait le tour de ce téléphone, le Samsung Galaxy S9, le petit frère du S9 Plus, qui à mon sens est certes meilleur, le S9 Plus, mais qui ne justifie pas ces quelques dizaines, centaines d'euros supplémentaires, à mon sens. Le S9 est plus sympathique en termes de rapport prix-spécification. Voilà, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire donc en conclusion de cette vidéo ? C'est que ça reste un très très bon téléphone et c'est pour ça que je vous l'ai présenté. Je vous l'ai dit en début de vidéo. Si je vous présente aujourd'hui ce téléphone alors qu'il a 1 an et demi, c'est pas pour rien, c'est que c'est à mon sens une bonne affaire. On arrive désormais à le retrouver au moins de 450 €. Pour un mobile ultra haut de gamme de l'année dernière, c'est un bon plan. Pour moi, c'est clairement un bon plan. Voilà. Comme quoi, finalement, attendre un peu, ça le vaut. Ça vaut bien la peine d'attendre un peu. Ça vaut bien la peine d'attendre un peu que le téléphone baisse de prix. Ça vaut bien un peu la peine d'attendre que les tests de Top 4 Fun sortent, n'est-ce pas ? Voilà, donc on a fait le tour du téléphone. Maintenant, charge à vous de vous lâcher dans la zone de commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de ce test. C'est pas du rétro-test, mais c'est du test un peu décalé. C'est du test bon plan. N'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires. Justement, dites-moi ce que vous en pensez. Il n'y a pas besoin de tout le temps rusher. Voilà, donc lâchez-vous dans la zone de commentaires. Si cette vidéo vous a plu, vous savez, vous avez le petit pouce bleu, le thumbs up, que vous pouvez me donner pour dire que finalement, voilà, j'ai fait quelque chose qui vous a plu. C'est quand même plus agréable pour moi. Ça fait plaisir quand même de savoir que je vous fais des vidéos qui vous plaisent. Et puis, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. C'est un bouton qui se trouve tout en bas à droite de la vidéo, plus un abonnement YouTube. Et puis tous les réseaux sociaux, c'est par ici. Voilà, donc n'hésitez pas ici aussi à nous rejoindre sur Twitter, Facebook, Instagram, parce que maintenant on est sur Instagram, etc. etc. Voilà. Tout est dit. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très très bientôt pour d'autres tests, d'autres déballages, d'autres présentations, d'autres interviews, d'autres salons professionnels, le MWC, le CES, etc., etc. Plein de choses, plein de vidéos. Voilà, merci d'avoir vu cette vidéo et je vous dis à très très bientôt. Allez, ciao ciao.